Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Tous Frères. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de personnes qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour les autres. Dans nos territoires, vous êtes nombreux à être des aidants familiaux. On peut dire que le verbe aider est synonyme du verbe aimer. C'est en tout cas ce qu'exprime le pape François, celui qui aime ne reste pas les bras croisés, celui qui sert, celui qui aime court servir les autres, il court pour se mettre au service des autres. Direction La Réunion, où nous avons suivi une équipe du GIP, un groupement d'intérêt public. Sa mission, apporter soutien, formation et écoute aux aidants familiaux. Seules 4000 familles sont accompagnées alors qu'il existerait 50 000 aidants sur l'île. Sensibiliser la population est plus que jamais important. Sensibiliser les autres, une mission pour Diana. En Guadeloupe, elle fait partie de l'association J'existe, devenue aidante de son fils Eric, autiste. Elle s'implique aujourd'hui pour soutenir d'autres familles traversant des épreuves similaires. Dans la chronique cette semaine, nous verrons comment la notion d'aide est perçue dans différentes religions. Aider, comme dans l'histoire de Ruth, une femme dans l'Ancien Testament. Elle va faire preuve de détermination pour aider sa belle-mère. Et c'est notre conteur Luciano qui vous explique tout. Aider, comme dans l'histoire de Noémie et Ruth. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans cette histoire tout droit sortie du livre de Ruth. Un jour, une femme, la voici. Son nom est Noémie. Elle est inconsolable, car ses 2 fils viennent de mourir. Elle est totalement désœuvrée. Elle a tout perdu. Il y a quelques années, c'est sa terre qu'elle a dû quitter pour fuir la famine. Puis, c'est son mari qu'elle a perdu subitement. Et maintenant, ce sont ses 2 fils. Qui viendra à son aide ? Dieu semble l'avoir abandonnée. Certes, il y a ces 2 belles filles, Orpa et Ruth, mais elle ne veut pas être un fardeau pour elle. Alors, Noémie décide de rentrer dans son pays et leur dit « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable avec un mari. » Orpa et Ruth se mettent à pleurer et se demandent ce qu'il faut faire. Orpa embrasse sa belle-mère et s'en va. Ruth, elle, déclare « Ne me force pas à t'abandonner, car où tu iras, j'irai. » Noémie se laisse convaincre. Elle accepte la compagnie de Ruth, qui lui sera d'une grande aide. Les voilà donc partis pour Bethléem. À leur arrivée, elles se retrouvent sans un sou. Mais qui va les aider ? Ruth décide de prendre les choses en main. Elle va glaner dans les champs pour ramasser des épis de blé laissés par les moissonneurs. Et elle va le faire chaque jour. Elle fait preuve d'une détermination inébranlable pour aider sa belle-mère. Une détermination qui bouleverse Noémie et qui impressionne le propriétaire des champs, un dénommé Boz. Lui, il ne va pas hésiter à les aider et même à changer leur vie. Ainsi, alors que Noémie pensait que Dieu l'avait délaissée, Ruth a été pour elle le signe visible que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et qu'il vient sans cesse à leur aide. C'est une véritable promesse et on en parle encore aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'elle m'aide à toutes les émissions. Bonjour Aurélie. Bonjour Vrai, en Muriel. plus, faites pas la modeste. Notre équipe de journalistes a posé ses valises sur votre île. Aurélie, plus précisément, entre-deux, c'est ça À l'entre-deux. À l'entre-deux et à l'Ermitage, où des hommes et des femmes s'investissent pour accompagner des aidants familiaux. Exactement Muriel, et vous le disiez en début d'émission, on a rencontré le GIP. Donc le GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'accomplir une mission d'intérêt général. Et regardez cette photo. Ici, si vous
Regardez bien, Ah il oui, y a écrit Café aidants. des aidants. Voilà. Alors, la mission d'intérêt général dont on va parler aujourd'hui, c'est celle du service d'aide à la personne. Ça date de 2010, une année pendant laquelle des familles accompagnant des personnes dépendantes ont pris la parole pour exprimer les difficultés de leur quotidien. Et depuis, qu'est-ce qui a été mis en place depuis la création? Alors, beaucoup de choses, et notamment, regardez, la caravane Ça qui aide. Alors, Ça qui aide en créole, ça signifie celui qui aide. Il y a aussi des lieux d'accueil pour adopter les bons gestes au quotidien ou simplement prendre le temps de se reposer. On regarde le reportage de Camille Langevin. On va baisser le dossier pour avoir le matelas complètement à plat. À l'entre-deux, une dizaine de participants, tous aidants familiaux, sont réunis. Organisé par le GIP-SAP, un groupement d'intérêt public qui accompagne les aidants, le but de l'atelier pour Amélie Auchard, l'animatrice, est le suivant: leur apprendre les gestes et postures adaptés pour prendre soin de leur aidé, tout en prenant soin d'eux. Plutôt que d'avoir à se pencher et plier son dos et tirer et de se faire mal au dos ou aux épaules, du coup, on va apprendre les techniques pour que la personne elle puisse se relever dans le lit. Sabine s'est par exemple déjà blessée en s'occupant de sa belle-mère, atteinte d'Alzheimer, qui vit aujourd'hui en fauteuil roulant. Aidante depuis 2020, Sabine a cessé de travailler pour s'occuper d'elle. Une fois, elle est tombée sur mon épaule. J'ai une tendinite à l'épaule. J'ai aussi un problème au niveau de ma poignée. Donc, mon but de venir aujourd'hui, c'est d'apprendre ces gestes et ces postures pour que je puisse, bien sûr, procéder avec mon aidée et la mettre en position assise pour son petit déjeuner. Deux facteurs qui vont entraîner le fait que la personne aidante, elle est plus à risque de troubles musculo-squelettiques, c'est qu'elle est déjà inquiète, stressée par la situation qu'elle vit de s'occuper d'une personne dépendante. Et la deuxième chose, c'est qu'elle se met à être obligée de faire des gestes qu'elle n'a pas l'habitude de faire et qui souvent sont mal réalisés et donc entraînent des lombalgies, des douleurs d'épaule, de poignets, etc. Outre les aspects techniques, le groupe est unanime. Ces ateliers représentent aussi une bulle d'air. Pour Linda, ce moment d'échange avec les autres aidants familiaux lui a permis de se ressourcer et de faire le plein d'énergie. Mon leitmotiv, c'est continuer et après essayer en parenthèse de prendre soin de moi. Vous voyez, sans m'oublier surtout. Et heureusement, il y a des gens pour nous entourer, nous aider dans ces moments très difficiles. Linda s'occupe aujourd'hui de son mari, victime d'un AVC il y a 10 ans. Généralement, à La Réunion, 80% des aidants sont des femmes. Leur moyenne d'âge, 58 ans. Et pourtant, ils ou elles sont peu nombreux à connaître leurs droits ou encore à se signaler auprès des pouvoirs publics. Allez, c'est parti. Sur l'une des places de la ville de Saint-Louis, une caravane quelque peu atypique vient de faire une halte. Son nom, la caravane Ça qui aide. C'est bon ? Ouais, c'est bon. 6 jours sur 7, Gaël et son équipe du GIP-SAP sillonnent les routes de La Réunion Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un aidant? pour sensibiliser les Réunionnais à la problématique des aidants familiaux. Déjà, vous me dites que vous vous occupez de votre maman. Voilà, Votre maman, elle a quel âge? 80, elle aura 84 ans. Est-ce qu'il y a des choses en fait que vous faites pour elle quotidiennement? Ben, on va dire tout. Oui. Presque tout. C'est-à-dire le ménage, la cuisine. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. En fait, vous êtes aidante. Ah bon? Si Nadine semble surprise, elle est loin d'être la seule. Car aujourd'hui, la notion d'aidants familiaux est encore peu connue, souvent confondue avec de la solidarité, laissant parfois les aidants familiaux, comme Nadine, seuls et démunis face à leur quotidien. Ça joue beaucoup sur le moral. Je tiens parce que c'est ma maman. Mais je vous dis franchement, si c'était quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas le faire. Face à ces situations, la caravane représente une aide de première ligne. Gaëlle oriente gratuitement les aidants vers des assistantes sociales ou des psychologues et les informe de leurs droits. Ça peut être par exemple des congés spécifiques qui sont mis en place pour les aidants qui sont salariés en entreprise publique ou privée. Ça peut être aussi des dédommagements. Quand ils s'occupent en fait d'une personne qui est en situation de handicap, ils peuvent avoir un dédommagement financier. À La Réunion, il existerait 50 000 aidants. Pourtant, le GIP-SAP, le groupement d'intérêt public qui accompagne les aidants et dont fait partie Gaël et son équipe, ne suit que 4 000 familles. Il me dira, toi, moi, je te propose de contacter le service technique. Le GIP-SAP naît en 2010. À l'époque, les pouvoirs publics créent une structure pour venir en aide aux personnes âgées et aux personnes porteuses de handicap qui vivent à domicile.
Mais quel soutien pour les familles qui s'occupent d'un proche? Un nouveau volet est donc mis en place, l'aide aux aidants familiaux. Pour Stéphanie Vergoz, la directrice, ce volet est essentiel. En moyenne, 30% des aidants en France décèdent avant la personne aidée. Il y a plus d'une dizaine d'années, on était dans une société réunionnaise où la solidarité familiale était vraiment celle qui prévalait. Avec l'évolution de la société, cette solidarité, en fait, elle s'est effritée et les familles se retrouvaient parfois seules à s'occuper d'un proche dépendant à domicile. C'est dans ce contexte que le GIP-SAP a été créé. Pour prévenir l'épuisement des aidants, le GIP-SAP organise aussi des séjours de repos. On va à mon bungalow qui se trouve de l'autre côté là-bas. À l'Ermitage, dans l'ouest de l'île, Éline, cette aidante familiale de 55 ans, participe gratuitement à un séjour d'une semaine. Ça, c'est la petite cuisine où on fait couler nos petits cafés le matin. C'est la première fois qu'Éline part seule sans sa sœur Mimose, porteuse de handicap depuis sa naissance. Cette photo, on l'avait faite quand ma belle-fille s'est mariée. On s'est fait un masque, même elle. Déjà maman de 3 enfants, Éline s'occupe depuis 10 ans de Mimose, qui vit aujourd'hui chez elle. Ça a été très difficile la première année. Je donnais, et à un certain moment, voilà, je n'en pouvais plus. C'est à partir de là que je me suis réveillée, en fait. J'ai compris que il fallait passer à autre chose, ou sinon je serais finie autrement. Aujourd'hui, Éline a retrouvé un équilibre et arrive à placer Mimose quelques jours en clinique ou en famille. L'occasion pour elle de profiter de son séjour sereinement. Au programme, ce jour-là, pour les aidants familiaux, Je crois que c'est là-bas. un cours de Chega Dance. Un genre de danse qui mêle le sport à l'histoire de la Réunion, où Éline retrouve une quinzaine d'autres aidants. La journée se termine par une séance de relaxation, une parenthèse de douceur et de réconfort pour ces guerriers de l'ombre qui seraient entre 8 et 11 millions en France et qui, chaque jour, par amour pour leurs proches, déploient un courage et une force infinie. Et nous allons parler justement de ces personnes qui n'hésitent pas à mettre leur vie entre parenthèses. Pour cela, nous nous dirigeons du côté de la Martinique à la rencontre de notre invité, le père Sostène Godjo. Vous êtes psychologue et curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Fort-de-France. Merci d'être avec nous, père Sostène. Alors, dans votre paroisse, est-ce que vous rencontrez des personnes qui sont aidantes ? Bien sûr, nous rencontrons des personnes qui sont aidantes. Disons que une bonne partie de nos paroissiens, paroissiennes se retrouvent en position d'aidants ou d'aidantes, sachant que la Martinique, bien sûr, a un fort taux, comme les chiffres le montrent, de personnes âgées et qui ont besoin de soins. Et aussi, nous avons, on a 18% de la population qui est en situation de handicap. Et il y a beaucoup d'autres problématiques qu'on peut trouver facilement dans les chiffres de l'INSEE ou les dernières données, et donc qui montrent que beaucoup, alors, donc ceux qui sont de la famille, souvent se retrouvent comme des aidants proches, donc des aidants familiers qui arrivent à s'organiser quand la fratrie est considérable ou quand ils se retrouvent seuls, c'est presque toute leur vie qui s'arrête. Et Père Sostène, en quoi peut-on dire que aider, c'est dans l'ADN du chrétien ? Parce que le premier qui aide, c'est déjà Dieu. Tout au début de la Bible, nous lisons en Genèse 2, 18, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, et c'est la femme. Et ça a commencé comme ça. C'est Dieu qui vient nous aider, et il nous a fait, nous sommes tous frères, n'est-ce pas? Vous êtes très bien placés pour nous le rappeler. Nous sommes tous frères, toutes sœurs, et donc toute la Bible nous invite en fait à l'aide sous différents mots. J'aime bien l'introduction de tout à l'heure, aider et aimer, ça rime, c'est une histoire d'une seule lettre. Le D qui vient remplacer le M de aimer, le D comme déclinaison des actions de aimer, d'aimer. Donc soutenir, venir consolider, apporter de l'aide et tout le reste. Donc aider permet de mettre en application l'amour, c'est tout ce que la Bible nous demande. Jésus, dans l'évangile, donc ça c'est l'évangile de Jean au chapitre 2, sa première action publique
a été d'aider aux noces de Cana pour que la joie ne s'arrête pas. Il a transformé l'eau en vin et la joie a continué. Et nous avons aussi l'évangile du bon samaritain qui nous donne un bon exemple de comment venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin et beaucoup d'autres passages de la Bible qui nous invitent vraiment à nous aider les uns les autres, c'est-à-dire à vivre au concret l'amour l'un envers l'autre. Parce que chacun, à notre tour, nous aurons besoin naturellement d'aide à un moment ou à un autre de notre vie. Et justement, vous, concrètement, en tant que prêtre et psychologue, comment venez-vous en aide à ceux qui vous le demandent? Je pense que c'est toute ma vocation et qui consiste à venir en aide à l'autre. Et la première chose que je sais faire, c'est de m'orienter d'abord vers Dieu, de qui je retire la ressource pour pouvoir mieux écouter l'autre, mieux comprendre l'autre, c'est-à-dire prendre l'autre avec moi, comprendre et aider l'autre à pouvoir résoudre sa difficulté du moment, à savoir aller se ressourcer lui-même pour pouvoir tenir face à l'épreuve et à se sentir bien. Justement, Père Sostène, comment on trouve cet équilibre-là pour ne pas s'oublier quand on aide l'autre? C'est d'ailleurs très important. Tout à l'heure, je parlais de ressources parce qu'on ne peut improviser sans provision, comme on l'entend souvent. Alors, pour pouvoir tenir bon, il faut avoir de la provision. C'est-à-dire qu'il faut avoir des lieux de ressources où on essaye de se recharger, comme on le dit. L'aidant, effectivement, le piège, c'est qu'il est totalement dedans. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place de plus en plus aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire pour éclairer les dents sur les possibilités de ne pas s'étouffer dans ce service. Bon, on est près de quelqu'un qui est souvent en souffrance, en situation de dépendance, et donc le mal que la personne subit peut être tenté aussi de contaminer les dents, qui est au cœur de cela, qui entend les gémissements, qui voit l'incapacité. Alors, ce qu'on apprend souvent à l'aidant, c'est d'être dans l'empathie qui permet d'aimer l'autre, mais sans nécessairement prendre sa souffrance pour soi. Et ça s'apprend aussi d'être vraiment suffisamment présent. Et tout à l'heure, j'ai entendu à la réunion l'aidante qui disait qu'elle ne s'oublie pas, elle se fait du bien. Et c'est ce que nous essayons aussi de leur apprendre à savoir quitter. Et quand il y a la famille autour, quand il y a de l'aide autour, ils le peuvent. Nous, sur notre paroisse, nous avions organisé l'année dernière un temps pour tous ceux qui sont des aidants, les soignants et les aidants. Et la PCE, donc la petite communauté ecclésiale qui l'a organisée, c'est organisé de sorte à ce qu'il y ait des personnes ponctuellement qui aillent remplacer ces aidantes dans leur service pour qu'eux puissent venir à l'église, pour qu'ils puissent recevoir de la consolation, qu'on puisse leur montrer qu'on ne les voit plus souvent, mais nous sommes là avec eux. Et nous, prêtres, de temps en temps, avec les aidants, quand nous venons voir les malades, nous essayons aussi de leur apporter la plus grande des ressources, Jésus. Nous leur donnons la communion, nous leur donnons du courage pour qu'ils puissent tenir bon dans ce service qui est si délicat et qui est si noble. Merci. Et qui est notre devoir. Merci beaucoup, Père Sostène, de nous avoir éclairé sur cette mission, finalement, d'aider. Je rappelle que vous êtes psychologue et curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Fort-de-France. Et justement, nous n'allons pas si loin que ça de la Martinique. Pourquoi ? Parce que nous allons vers l'île voisine, la Guadeloupe, du côté de Petitbourg et à Vieux-Habitants, à la rencontre d'une femme forte, Aurélie. Exactement, cette femme, regardez, c'est Diana. Alors Diana, c'est une maman aidante. Son fils, Eric, que vous voyez sur cette photo, il est atteint de TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Il touche le développement neurologique et socio-émotionnel des enfants et des adultes. Et en plus d'aider son enfant, elle s'investit aussi auprès d'autres familles et d'associations. Exactement, à travers l'association J'existe, qu'on voit ici sur son t-shirt. Elle a été créée en 1993 et elle a pour but de soutenir les familles et les personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Grâce à l'association, les parents trouvent un espace d'expression et de partage de leurs difficultés, mais aussi, bien heureusement, de leur réussite. Reportage de Damien Lansade. Jusqu'à 18 mois, Eric s'est développé comme tout autre enfant. Mais c'est à partir de 18 mois, il a arrêté de parler, il a commencé à marcher sur la pointe des pieds, il a arrêté de pointer du doigt. Donc j'ai alerté tout de suite le pédiatre. Là, j'ai eu du mal à être entendue, donc j'ai réussi à avoir quelqu'un au niveau de la PMI qui m'a ensuite orientée vers le CAMS.
Quand le diagnostic est tombé, j'étais un peu perdue puisque je ne connaissais pas du tout l'autisme, mais je n'ai jamais été dans le déni et toujours prête à accepter mon fils comme il est. Le cours d'espagnol, le devoir, il était bien fait. Oui. Une fois le diagnostic posé, il a passé toute sa scolarité de maternelle sans accompagnatrice. On a attendu quand même l'entrée en CP. La ESH est finalement arrivée. Donc à partir de là, Eric a eu une accompagnatrice jusqu'à ce jour où il est au collège. J'aurais aimé passer ma vie dans ce collège à Trois-Rivières. Et pendant 3 années, j'espère que j'aurai mon brevet. On y va, tu fermes la porte. Alors là, nous sommes en partance pour le Samedi en famille de l'association J'existe. Le Samedi en famille a été mis en place pour faire face au manque de structures qui proposent un répit aux parents. C'est d'ailleurs l'un des principaux chevals de bataille de l'association. C'est grâce à ma belle-mère, la grand-mère paternelle d'Éric, que j'ai découvert cette association. Elle a cherché une association qui pourrait nous soutenir, nous aider à comprendre, trouver des adresses de professionnels formés et bienveillants qui peuvent proposer des soins adaptés. Rubens, il a été victime de violence. Ça s'est passé à côté du CDI. Ça a interpellé personne pour m'appeler. J'existe. C'est quelque chose d'à part. C'est ma deuxième famille. Et j'aurais même presque dit ma première famille. On a des autistes sévères, non communicants avec retard mental, qui bavent, qui crient, qui ne parlent pas, avec des autistes comme les nôtres, qui ont beaucoup de compétences. Ça gêne personne, ni les enfants, ni les adultes. J'ai trouvé ça génial. Je me dis, waouh, c'est ça. Oui. Le fait d'être présidente et en même temps parent d'enfants, ça me donne peut-être une compréhension de ce que vivent les familles au quotidien. J'essaie de mettre mon expérience à profit en leur donnant des conseils par rapport à ce que moi j'ai vécu ou ce que d'autres parents m'ont reporté. J'ai beaucoup d'espoir dans mon jeune garçon qui, jusqu'à maintenant, a fait un parcours quand même assez exemplaire. Je pense qu'il est tout à fait capable d'avoir un diplôme, d'avoir son permis, de travailler, peut-être même d'avoir une chérie un jour. Je ferai le métier de cuisinier parce que j'aime bien ce métier et ça me fait beaucoup plaisir. Si j'ai un conseil à donner aux parents d'enfants différents, c'est de ne pas rester seul. Osez sortir avec votre enfant, osez demander de l'aide. Si vous le pouvez, intégrer une association. Et il est temps de retrouver notre chronique de la semaine avec vous, Aurélie. Nous allons comprendre que la notion d'aide existe aussi dans d'autres religions. Exactement, Muriel, et vous allez m'aider d'ailleurs. On va s'appuyer sur des citations, d'abord dans le bouddhisme. Alors, on prend une phrase du premier Bouddha, donc c'est Siddhartha Gautama, et je vous laisse lire. Si nous ne nous occupons pas des autres lorsqu'ils ont besoin d'aide, qui s'occupera de nous? Exactement. Alors là, déjà, la question, elle est rhétorique. À qui s'occupera de nous si on ne s'occupe pas des autres? La réponse, c'est personne. Et là, on pense forcément à cette notion fondamentale du bouddhisme, qui est le karma. Regardez, donc dans le bouddhisme, ce qui nous arrive aujourd'hui dépend des actes que nous avons posés hier. Le karma peut donc être une punition, mais aussi une récompense. N'est-ce pas un peu intéressé dans le sens où si je veux aider, il faut que je sois sympa, sinon après... Alors, disons que c'est plutôt une question d'harmonie entre les vivants, en fait. C'est vrai que la citation peut se prendre dans le sens négatif. Si tu ne le fais pas, on ne le fera pas pour toi. Mais on peut la prendre aussi au sens positif. Fais-le et on fera pour toi. Là, c'est propre à la notion de compassion qui est au cœur de la philosophie bouddhiste. Donc aider, c'est un acte gratuit. Est-ce qu'il y a aussi une notion de donnant-donnant dans les autres religions? Oui, alors cette notion de récompense, elle est toujours là, mais chez les musulmans, par exemple, elle peut arriver dans la vie terrestre comme dans l'au-delà, et on va citer le prophète de l'islam. Celui qui s'occupe des besoins de son frère, Dieu s'occupera de ses besoins. Exactement. Donc d'ailleurs, les musulmans...
regarde ça comme la considération de Dieu. Donc aider apporte la considération de Dieu. On appelle ça un bon point. En arabe, c'est les hasanat. Elles permettent le jour du jugement d'alléger les péchés. Globalement, cette promesse, c'est aussi celle du 3e pilier de l'islam, l'aumône, par lequel le musulman doit faire don de ce qu'il a, mais aussi de ce qu'il est, en particulier pour celui qui est fragile. C'est donc un devoir, mais c'est aussi une chance de plus d'obtenir la miséricorde de Dieu et d'atteindre le paradis. D'accord. Et est-ce que cette notion du devoir d'aider est aussi présente chez les hindous? Elle est aussi présente chez les hindous. Et là, ici, on va s'appuyer sur les Védas. Et voilà la citation. Pour l'homme puissant, c'est un devoir de donner aux nécessiteux. Voilà. Alors Muriel, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On est d'accord? C'est de qui, ça? Oui, je dirais Nelson Mandela. Alors oui, c'est plutôt Spider-Man. Mais ça dit quand même quelque chose d'important. Dans l'hindouisme, on parle du dharma. C'est le devoir en sanskrit. L'hindou doit respecter ses devoirs envers sa famille, en aidant ses aînés ou en aidant ses enfants à grandir. Et il doit aussi respecter ses devoirs envers sa société. C'est la notion de caste. Les hindous naissent avec une fonction, comme le brahman, dont le rôle est d'enseigner, ou l'ouvrier, de construire. Et le rôle de chacun sert à l'autre pour maintenir l'harmonie du cosmos. En résumé, toutes les religions s'accordent sur l'aide à donner à l'autre. Mais l'important est que ça ne reste pas seulement un grand principe. Il faut le mettre en œuvre concrètement. Alors, est-ce que je peux vous aider? Oui, je peux bien, je vous aide alors. Merci. Merci Aurélie. Et regardez ceci sur le site internet d'Outre-mer. La première, c'est la première fois qu'une caravane des aidants a vu le jour en Martinique, une manifestation organisée par l'association Maison des aidants familiaux en Martinique donc. Et je veux profiter de cet instant autopromo, comme d'habitude, pour vous parler des réseaux sociaux et du site internet de Tous Frères, où vous allez retrouver ces émissions et des contenus inédits. Donc on vous redonne rendez-vous et on commentera évidemment avec vous sous toutes les publications. Et vous, Aurélie, avez-vous rencontré des personnes qui aident des aidants donc? Oui, alors moi je me rappelle d'une maman dont la fille était handicapée. Alors on la voyait tout le temps par monts et par vents. On essayait nous aussi de l'aider. Elle refusait toute aide d'ailleurs. Et puis on s'inquiétait parce qu'elle avançait en âge aussi. Et puis finalement un jour elle m'a dit si tu savais qui aide qui. Alors ouais, ça m'a marqué quand même parce que je me suis dit que finalement aider l'autre c'était aussi prendre confiance dans ses capacités. Finalement si l'autre a confiance en nous c'est qu'on est capable de plein de choses. Si tu savais qui aide qui, je pense que c'est une phrase que je vais retenir. Moi, ça me rappelle un peu dans ce sens-là. Une fois, mon papa était malade, on était en Martinique, ça faisait 2-3 jours qu'il ne mangeait pas. Et qui est venu lui donner la soupe? Eh bien, mon arrière-grand-mère de 85 ans. Et je peux vous dire qu'il l'a mangée. En résumé, on peut dire que finalement, aider, c'est soit par un mot, soit par un geste, ou tout simplement par un sourire, en espérant que cela vous inspire. À bientôt. À bientôt.